immédiatement, on va y aller avec une présentation pour revenir un petit peu dans les étapes précédentes, disons ça comme ça. On va revenir à l'étape 3, disons, du guide de référence, du guide de transfert dont on parlait ce matin. Et on va revenir sur les aspects humains du transfert d'entreprise. Il y a eu comme un build-up qui s'est fait. Là. Tout le monde a parlé de toi depuis ce matin. Là. Mais je sais que, comme tu le fais si bien à l'habitude, ça va être fort, fort pertinent une fois de plus. Et Marie-Pierre Tremblay va venir s'entretenir avec nous sur ce sujet fort important de l'aspect humain. Je vais la présenter officiellement, donc aussi impressionnant que les autres présentations que j'ai faites tout à l'heure. Alors, Marie-Pierre est professeure titulaire et directrice du département de management à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Elle occupe également le rôle de directrice scientifique de l'entrepreneuriat responsable depuis janvier 2019. Elle co-dirige également la chaire de leadership en enseignement sur le développement de l'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat. Son engagement dans le domaine de l'entrepreneuriat l'a mené à la présidence d'Entrepreneuriat Laval de 2018 à 2020 et à la création de l'Académie entrepreneuriale U-Laval CDPQ en 2016. Elle est également membre du conseil d'administration d'Entrepreneuriat Laval depuis 2016, rédactrice adjointe de la revue internationale PME et vice-présidente de l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME. C'est pas terminé. Marie-Pierre Tremblay est titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières, se consacre à la recherche et l'enseignement dans le domaine du transfert et de la relève, de l'entrepreneuriat responsable, de l'accompagnement et la formation à l'entrepreneuriat, ainsi que de la gouvernance des PME. Alors tout ça, c'est sûr que ça va être exceptionnel. En plus, elle dit toujours oui lorsqu'on la sollicite. Elle a participé activement à la rédaction de ce guide. Alors, merci Marie-Pierre d'être avec nous et je te passe la parole. Merci beaucoup. J'ai toujours un peu l'impression d'être l'étrange dans un milieu qui m'est peu familier. Donc, je ne suis ni planificatrice financière, je ne fais pas d'évaluation d'entreprise, pas de fiscalité non plus. Mais mon dada, ce sont les entrepreneurs. Alors, je pense que c'est ce qui rend pertinent ma présence aujourd'hui. Alors, évidemment, dans le parcours, le transfert, la relève, c'est arrivé un peu par accident. J'ose dire, mais c'est un bel accident de parcours parce que je trouve que c'est un sujet, oui, complexe, oui, délicat, très émotif. Si c'était simple, ça ne fait pas plusieurs fois que Carl ne m'appellerait pas continuellement à me dire « Viendrais-tu ajouter un petit côté humain dans la présentation? » Bien, pourquoi? Parce que malgré tout ce qui s'est dit aujourd'hui, puis on voit quand on écoute les gens qui sont en fiscalité d'entreprise, quand on écoute les deux personnes qui viennent de nous parler d'évaluation d'entreprise, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses à considérer dans le transfert d'entreprise, mais pour moi, le bas blesse en général sur la dimension humaine. Puis la dimension humaine, c'est du mou. Puis c'est pas facile, il n'y a pas toujours de technique très, très claire pour aborder ça. J'imagine que si c'était ça, j'aurais pas de poste de prof en management parce que c'est un peu ça qu'on fait. On gère du mou. Alors, je voulais peut-être vous entretenir un peu sur les entrepreneurs, sur le profil des entrepreneurs, mais aussi ouvrir peut-être certaines réflexions sur pourquoi est-ce qu'il y a des dérapages à l'occasion dans des contextes de transfert alors qu'on se dit finalement ça aurait dû bien se passer, ça semblait bien aligné et finalement ça part en vrille. Alors je vais amorcer ma présentation. Fait que moi je ne mets pas des chiffres, je mets des images sur mes présentations. Ça va nous changer un peu. Alors, écoutez, d'abord et avant tout, quand on est dans un contexte de transfert d'entreprise, les raisons qui amènent finalement cette situation-là, donc les raisons pour lesquelles vous avez à œuvrer sur un contexte de transfert sont extrêmement variées. Hein, on peut se retrouver avec des entrepreneurs qui sont peut-être avec des problèmes de santé, qui se sont soit accélérés ou encore qui sont soudains. On peut également avoir des entrepreneurs qui se retrouvent en état de fatigue, là, mon petit bonhomme sur son ordinateur. Il y a de l'épuisement aussi. Puis je pense qu'on a un lot d'entrepreneurs post-pandémie là, qui ont subi les contre-coups. Puis c'est très, très épuisant et ça a pu mener parfois à certaines décisions, à l'accélération de certaines décisions, ces contextes-là finalement qui ne sont pas évidents. On a des gens qui vont le faire parce qu'ils ont envie de passer un peu plus de temps avec leur famille, parce que, peut-être sont rendus à un autre moment de leur vie puis ils ont envie justement de profiter finalement de bons moments.
Pour certains, ça peut être une offre assez soudaine. Ils n'avaient pas envisagé vendre, ils n'étaient pas rendus là du tout, mais il y a une offre externe qui se présente qui est drôlement intéressante, mon petit pactole. Ça force la réflexion et des fois, c'est un peu ce qui va provoquer l'amorce. Alors, des fois, c'est planifié, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, la réflexion est amorcée, des fois, pas du tout. Et ce contexte-là peut vraiment venir jouer sur la façon dont on doit cheminer avec les entrepreneurs dans leur réflexion, dans la planification également. Mon petit groupe de travailleurs, c'est aussi parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont préoccupés par le fait de pouvoir conserver les emplois, par les employés. Tout à l'heure, quelqu'un disait « mon monde ». Je pense que c'est Salomon qui disait, un entrepreneur qui dit « mon monde ». Donc, ça veut dire que ce qui est important pour lui, c'est de pérenniser l'entreprise pour que les employés qui sont en place, qui constituent d'une certaine façon sa famille, puissent continuer à œuvrer dans l'entreprise. Donc, je dirais que les motivations, les éléments, les facteurs déclencheurs sont extrêmement variés. Et déjà, avant même d'avoir parlé de l'entrepreneur en lui-même, ça vient donner une connotation finalement à la transaction, à la façon d'opérer, au scénario qui va être mis en place finalement pour opérer ce transfert-là. Là, vous avez vu, Denis, ça a l'air de Denis, la rockstar ce matin, vous a fait une présentation des étapes du transfert. Bon, il n'y en a pas 6, il y en a 4, c'est un autre modèle, mais c'est moins les étapes que je veux que vous voyez que les 2 flèches. Dans un transfert d'entreprise, il y a des cédants, il y en a un ou plusieurs, puis il y a des repreneurs. Ça, c'est des individus, c'est des humains. C'est des gens qui vont avoir finalement chacun leur projet. Donc, le projet de transfert est à la fois un projet de repreneuriat et un projet de transmission d'entreprise. Donc, pour l'entrepreneur qui entre dans ce projet-là, qui va racheter l'entreprise, il amorce un processus de repreneuriat. Pour le cédant, bien évidemment, lui, c'est un peu son phasing out. Il amorce un projet de retrait de son entreprise. Or, ces 2 projets-là, à la fois bien distincts, doivent se rencontrer. Et c'est ça qu'il faut réussir finalement à faire atterrir d'une certaine façon, à faire converger, trouver des voies de passage pour que le processus de transfert puisse finalement répondre aux objectifs à la fois des repreneurs et aux objectifs des cédants. Puis au cœur du transfert, comme je vous ai dit, il y a des humains. Bien, des humains, c'est quoi? J'appelle ça des petites bébites. Bien, les bébites, ils ont une identité. Moi, sûrement certains d'entre vous ont peut-être des enfants qui sont des athlètes. Moi, j'ai un ado qui est un athlète. Puis il y a une présentation fort intéressante qui a été faite à son école pour les parents d'athlètes. Hein? Puis je me disais, ah oui, ça me fait penser à mes entrepreneurs cédants. En fait, il nous disait la difficulté pour un enfant qui est un athlète, c'est que le bout de sport prend beaucoup, beaucoup de place dans sa vie. Donc, si on prend une tarte, un rond complet, il y a une grosse partie de ce rond-là qui est appliquée au fait d'être un athlète. Donc, je me reconnais dans le fait d'être un athlète. Et quand les autres sphères ne sont pas tellement développées, bien, c'est quoi que ça fait quand un athlète se blesse, par exemple, ne peut plus faire son sport, que pour une raison, un jeune est retranché de l'équipe 3A, puis c'était ça, lui, là, c'est ça qu'il aimait. Bien, ça fait que c'est chambranlant. Il faut reconstruire, il faut remplir ce cercle-là. Et de la même façon, les entrepreneurs qui, parfois, ont passé leur vie à construire une entreprise, c'est une identité très, très forte chez eux. Et le jour où on enlève cette identité-là, si on n'a pas semé des graines pour remplir, on va dire un peu le jardin, le reste, bien, ça fait en sorte que c'est chambranlant. Et c'est ça, souvent, qui va provoquer des comportements qui ont l'air bien, bien étranges pour les gens qui regardent ça, en disant, coudonc, il est venu, il a amorcé un processus de transfert d'entreprise, on commence à mettre en place des étapes, oups, à un moment donné, ça patine, il ne veut plus qu'on se rencontre, ça n'avance plus, le dossier est statu quo, ça gèle. Pas juste parce qu'il n'y a pas le temps. Hein? Inconsciemment, là, il y a peut-être volontairement un peu de résistance parce que, tranquillement, c'est de se projeter dans une réalité où, OK, je ne suis plus à la tête de mon entreprise, je ne contrôle plus les opérations, je ne fais plus ce que je faisais depuis peut-être 35, 40, 45 ans. C'est pas simple, c'est pas banal, puis c'est pas toujours conscient. Les entrepreneurs pensent qu'ils sont prêts, puis des fois, ils ne le sont pas. Alors ça crée des drôles de mouvements dans le dossier. Puis pour un repreneur qui va reprendre une entreprise d'un entrepreneur comme ça qui se dit prêt, puis le lendemain, il est moins prêt, puis coudonc, ça n'avance pas, c'est très insécurisant. Donc ça, c'est
toute l'identité pour moi qui est vraiment très, très forte et qui va venir jouer beaucoup dans ces aspects-là. C'est pour ça qu'on dit, dans la dimension humaine, bien, la transmission d'entreprise puis la relève, bien, ça se prépare parce qu'il faut penser l'après. Puis ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Puis ça n'a rien à voir avec l'évaluation d'entreprise. Puis c'est souvent ça qui fait partir en vrille une transaction. Les objectifs, évidemment, peuvent être variables. On n'est pas tous... on peut avoir bien des éléments qui nous rassemblent, mais on a probablement tous des objectifs professionnels, personnels très différents. Donc, on ne peut pas traiter tous les entrepreneurs de la même façon. Quand on a un entrepreneur devant soi, il faut comprendre c'est quoi ses objectifs. Et chacun a des objectifs très différents. Des émotions. On ne réagit pas de la même façon aux mêmes choses. Il y a des gens qui ne réagissent pas du tout à certaines situations, puis d'autres que, oups, ça vient comme, c'est venu piquer à la mauvaise place. Puis ça aussi, des fois, il faut comprendre qu'est-ce qui fait réagir, pourquoi, c'est quoi l'émotion qui ressort. Les valeurs. Des valeurs qui sont très, très, très fondamentales, parce que quand on travaille, entre autres, je pense que les planificateurs financiers le savent, à quoi est-ce qu'on accorde la valeur? Qu'est-ce qu'on veut réaliser comme objectif? Souvent, derrière, il y a ça. On va le revoir un peu plus tard, mais dans la question de répartition, par exemple, du patrimoine familial entre les enfants, comment on l'a fait? Puis au final, on dit, OK, être équitable. Être équitable en fonction de quoi? C'est les valeurs qui viennent circonscrire, finalement, l'équité. Est-ce que c'est sur la base du travail? Est-ce que moi, j'accorde de la valeur au travail et donc, par le fait même, la répartition que je fais entre mes enfants, par exemple, va être basée sur cette dimension-là? Puis ça, après ça, on reviendra aussi. Je pourrais faire... As-tu 2 jours? Il y a aussi toute la question de le discuter en famille, de le partager. Parce que tout ça, c'est le cédant, mais après ça, il faut que ce soit connu, su, qu'il y ait une adhésion. Donc, des valeurs, des désirs, des peurs, des craintes qu'on ne comprend pas toujours, des expériences, un bagage. Tu sais, tantôt, je me faisais la réflexion, je me disais, on est ici aujourd'hui, la plupart d'entre vous, avez vu plusieurs dossiers, plusieurs transactions, on a des experts qui voient ça, donc c'est peut-être le pain quotidien. L'entrepreneur, il ne vend pas sa business 10 fois d'une vie. Hein? Il y en a là, qui vont peut-être avoir un peu plus de... C'est un profil particulier, là, des entrepreneurs en série. Mais pour bien d'entre eux, ils vont avoir une entreprise à vendre une fois dans une vie. Donc, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la connaissance. Ou parfois, c'est peut-être eux-mêmes des repreneurs. Hein? Puis tout ce qu'ils ont vécu dans le passé, dans leur transaction initiale, là ça crée des craintes. Ça crée peut-être une protection supplémentaire parce que, justement, l'expérience qu'ils ont vécue a été plus difficile. Donc, il faut quand même prendre en considération que les entrepreneurs sont comme ça. Les humains, en fait, sont comme ça. Puis les entrepreneurs, bien, c'est une bébite à part, encore plus. Hein? Vous en côtoyez des entrepreneurs? Moi, je les aime d'amour, mais ils sont... Hein? Des bébites. Des bébites. Alors, l'entrepreneur, moi, c'est mes petites images pour me rappeler que les entrepreneurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui démarrent des entreprises, qui opèrent des entreprises, mais ça reste des gens, mon petit, le mot m'échappe, mais mon petit maillet pour la justice, c'est qu'un entrepreneur, c'est habitué de décider. Hein? Moi, mon père est entrepreneur, je suis une fille d'entrepreneur, une sœur d'entrepreneur, une ex-conjointe d'entrepreneur, fait que vous voyez que je baigne là-dedans. Mon père me disait toujours, bien, je me suis réunie puis j'ai décidé. Parce qu'au final, c'est comme, oui, je vais faire de la consultation, là, puis je vais parler à du bord, mais au final, c'est moi qui prends les décisions. Donc, c'est sûr que ce sont des gens qui sont habitués de décider. C'est ça qui les a amenés aussi à créer une entreprise, pour avoir cette autonomie décisionnelle, de pouvoir faire les choses comme je veux les faire. Donc, c'est certain que ça, hein, à dosage différent, mais généralement, les entrepreneurs partagent ça. L'autre chose, c'est mon débéniste, c'est que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont souvent qui vont aimer être hands-on. Hein? Ils aiment ça faire les choses. Ils aiment beaucoup être dans le shop, comme on dit. Combien d'entrepreneurs vendent leur entreprise où on entend des histoires, ils reviennent dans l'usine, ils font leur tour. Ils aiment ça. Donc, ils aiment mettre la main à la pâte dans les opérations également. Mon pif de chien, bien, c'est ça. C'est des gens souvent qui vont avoir du flair, qui vont avoir de l'instinct, qui vont beaucoup travailler avec ce flair-là pour prendre leurs décisions, pour opérer. Plutôt que des grands rapports, fait que le multiple, là, tu sais,
j'ai pris mon information, puis 5 fois le bailleur, c'est bien qu'on dit ça. Alors, les entrepreneurs aiment ça, travailler de cette façon-là. Et souvent, c'est ce qui les a amenés également à réussir finalement ce qu'ils ont fait, à écouter leur instinct. Des fois, aller aussi dans des chemins qui sont un peu moins... des chemins un peu moins explorés par d'autres. Donc, ça crée des situations où on se demande où ils s'en vont. Des gens d'action. Hein, c'est des gens, ils vont vite. C'est pour ça que combien de fois un entrepreneur, bon, mais là, je veux vendre mon entreprise. Là que ça se passe. Oh, okay, ça se prépare. Il y a un peu de planification, puis on l'a vu ce matin, on martèle ça, 5 à 7 ans. Mais les entrepreneurs aiment être dans l'action. Ils aiment pouvoir faire les choses. Quand ils sont prêts, c'est là que ça se passe. Donc, il y a une certaine impatience. La vision également. Ça, c'est un autre élément qui est très, très important. Puis mon pompier, bien, c'est quoi? Un entrepreneur, qu'est-ce que ça fait au day-to-day? Bien, ça gère des feux. Ça gère des choses qu'il n'avait pas prévu de gérer le matin même. Donc, ça a une disposition. C'est pas facile d'amener des entrepreneurs, imaginez-vous, surtout s'ils anticipent inconsciemment sa retraite, là, de venir l'asseoir pour une réunion, pour penser à ça, puis discuter, puis répondre aux questions, puis pas sûr qu'il va... Des fois, ça saute dans l'agenda du jour. Hein? C'est une chose qu'on écarte facilement, parce qu'ils sont comme ça, les entrepreneurs. Ils gèrent dans cette espèce de feu-là. Alors, ça peut créer, finalement, des situations qui ne sont pas évidentes pour ceux qui les conseillent et qui travaillent avec eux. Mais les entrepreneurs, c'est pas toujours pareil. Donc, vous avez vos propres acronymes, là, BAIA et compagnie. Moi, j'ai les miens. De Julien Marchonnet. C'est une typologie d'entrepreneurs que je trouve vraiment intéressante pour comprendre des fois les décisions qui peuvent être prises. On dit souvent on a 2 types d'entrepreneurs. On va avoir des entrepreneurs qui sont peut-être plus orientés vers la croissance. Donc, la croissance, c'est vraiment le point de départ. C'est ce qui est l'objectif le plus important. Donc, mon fameux CAP, croissance, autonomie, pérennité. Donc, la pérennité de l'entreprise ne sera pas nécessairement la priorité. C'est la croissance, maximisation peut-être du profit. Ça peut être des entrepreneurs qui vont, par exemple, être beaucoup plus ouverts à des questions de fusion-acquisition, à des questions une offre qui arrive de façon spontanée. Ce genre de choses-là, ils vont peut-être être un petit peu plus réactifs. Puis en contrepartie, puis là, on parle d'un continuum, bien évidemment, là, il y a une variété entre les deux. Mais si on regarde de l'autre côté, on a d'autres entrepreneurs pour qui la pérennité de l'entreprise va être l'objectif numéro 1. Souvent, c'est des entrepreneurs qui vont avoir une croissance un peu plus lente, plus organique, moins par fusion-acquisition, puis qui vont se préoccuper davantage que l'entreprise reste dans la famille, que l'entreprise reste dans la région. Ce genre de facteurs-là vont devenir très, très, très importants dans les décisions qu'ils vont prendre. Donc, comprendre qu'il y a des logiques aussi différentes. Il y a aussi une notion d'objectifs qui sont variés. Les objectifs, l'entreprise, là, qu'est-ce qu'elle remplit comme objectif? C'est pas juste une question financière, c'est pas juste une question de profitabilité. C'est des objectifs qui sont à la fois personnels, des objectifs familiaux aussi. L'importance de garder ça dans la famille, évidemment économique, mais ça peut être relationnel, social. Il y a toutes sortes d'objectifs liés à de la performance. On fait des études complètes sur la performance chez les dirigeants de PME parce que la définition même de la performance, elle est extrêmement variée. Puis j'imagine que comme dans vos domaines respectifs, comme dans le nôtre, on a souvent tendance à apprendre des modèles, hein, l'optimisation, puis d'avoir des scénarios où on se dit, ben oui, hein, je regarde les papiers, là, sur papier, c'est ça le meilleur scénario. Puis puis oui, l'aspect fiscal, parce qu'on veut pas trop payer, puis, mais des fois, c'est pas le scénario qui correspond aux objectifs de l'entrepreneur. Fait que des fois, il faut un peu adapter le scénario pour s'adapter à ça, parce qu'il n'y en a pas de recette. S'il y avait une définition unique de la performance, ce serait si simple, mais c'est pas ça. Chacun a sa propre définition. Donc, l'entrepreneur qui veut céder son entreprise, il a une série d'objectifs qu'il veut atteindre, et pour lui, ça va être une transaction à succès si l'entreprise demeure dans la région, si les employés peuvent conserver leurs emplois. Ça peut être aussi s'il a réussi à intégrer la relève familiale à l'interne. Puis il y en a d'autres qui disent « Moi, je ne veux même pas considérer mes enfants. Pas vrai, je vais leur donner ce cadeau-là. Faites une vie de fou. » Il y en a des entrepreneurs comme ça. Hein? Je ne veux pas céder ça à mes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Je vais leur donner l'argent, puis ils feront ce qu'ils veulent.
On entend ça aussi. Donc, il faut le comprendre, ça, parce que ça n'amène pas du tout la même planification. Puis des préoccupations qui sont multiples, qui peuvent être très diverses selon les cas de figure. On a parlé le juste prix de vente. Je ne sais pas si c'est la recherche du juste prix de vente ou en tout cas aller chercher son prix. Hein? On entend ça souvent. Je vais aller chercher mon prix. Et là, on vient de voir que le prix, des fois, il est peut-être un peu irréaliste. Il est peut-être un peu, comme on dit, la règle du pouce est un peu trop forte. Puis les entrepreneurs ont une fâcheuse tendance. Je les aime, là. N'as-tu dans la salle des entrepreneurs? Dites-leur pas. Mais souvent, les entrepreneurs vont fonctionner pas par mimétisme, mais souvent par l'expérience de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la confiance est extrêmement importante pour un entrepreneur et souvent, on dit qu'il n'y a rien de tel qu'un autre entrepreneur pour parler à un entrepreneur. Parce que là, ils ont l'impression de se comprendre. Le problème, c'est qu'un entrepreneur, puis je dis un, ça pourrait être une, hein, on s'entend, on est bien d'accord. L'entrepreneur va arriver en disant « Oui, bien, je suis allé à une conférence l'autre fois, puis le gars, il explique, il a fait ça de même, je veux la même affaire. Je veux qu'on fasse la même chose. » C'est pas parce qu'il veut mal faire, mais j'aimais bien ta phrase, Carl, de « Les entrepreneurs ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. » Ils ne comprennent pas toute cette complexité-là, puis ils n'ont pas tellement envie, nécessairement, de se mettre les deux mains dedans. Et donc, c'est pour ça que le travail de sensibilisation est tellement important. Leur faire comprendre, puis qu'il y a beaucoup de variabilité dans la nature des dossiers. Puis de faire attention, moi je dis toujours, il faut faire attention. C'est bien d'avoir des entrepreneurs qui témoignent, mais c'est un cas de figure qui est unique. C'est en fonction d'une situation très particulière, d'objectifs, de réalité, de timing, de contexte. Tout n'est pas réplicable. Donc, dans certains cas, c'est le chercher la relève qui va être un problème. Hein, un entrepreneur qui voudrait céder son entreprise, puis il n'y a personne à qui la céder. Donc, toute cette étape-là de trouver le bon candidat. Puis là, je vous épargne, là, j'ai 3 enfants. Lequel? C'est déchirant comme décision. Tu sais, j'ai 3 enfants que j'aime, sont beaux, sont fins, sont compétents, mais là, il faut que j'en mette un à la tête de l'entreprise. C'est qui? Puis je décide ça comment? Le plus vieux de la famille ou la plus vieille de la famille? On rit, là, mais combien de fois c'est arrivé? Puis c'est sûr, c'est mon gars. Là, parce que je suis une fille, je le dis, là, mais ça arrive combien de fois? Ça arrive encore aujourd'hui, moins, heureusement, mais ça va être l'aîné de la famille. Ça va être le gars de la famille qui va reprendre l'entreprise. Peut-être pas lui. C'est pas parce qu'il est le plus vieux qu'il est le plus compétent pour ce travail-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'impliquer dans l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de diriger l'entreprise, par exemple. Ça, c'est un élément important. Et là, le caractère indépendant, externe, devient super important. Qu'est-ce qu'on utilise comme critère de décision? Comment est-ce qu'on va chercher de l'aide externe pour ne pas se retrouver au milieu d'un choix qui est plein d'émotions? Parce que quand on est dirigeant d'entreprise, notamment dans une entreprise familiale, on a plus qu'un chapeau sur la tête. Je ne suis pas juste le propriétaire d'une entreprise qui cherche sa relève. Je suis le père ou la mère des enfants qui sont considérés dans la relève. Ça pourrait-tu teinter un peu la relation après, si je ne fais pas le choix de la personne? Je ne te choisis pas. Ça se peut que tu aies un petit peu de rancœur après pour dire comment ça se fait. Moi, je trouvais que j'étais la meilleure personne. Fait que c'est hyper précieux, ces relations-là. Il faut aller chercher de l'aide pour s'assurer de préserver cette espèce d'harmonie-là. Donc, des préoccupations sont variables. Les situations sont donc très, très différentes. Puis même si les entrepreneurs, je dis, c'est des gens d'action, souvent sont sont pressés, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui aiment ça, planifier d'avance, puis il y en a qui sont beaucoup plus se lancer dans l'action. Dans le jargon universitaire, on va dire, généralement, c'est une logique effectuelle. Moi aussi, je vais placer mes beaux mots, puis après ça, on va se dire les vraies choses. Donc, il y en a. Et ça, c'est intéressant parce que l'analogie, pour vous faire l'analogie rapidement, l'effectuation, prenons un exemple. Vous voulez recevoir à souper samedi soir. Vous avez 2 choix. Qui a parlé de... C'est toi qui as parlé de Ricardo, matin? J'ai la suite des idées. Je peux ouvrir le site de Ricardo, choisir ce que je veux faire ma liste d'épicerie, m'en aller à l'épicerie, aller chercher mes ingrédients, arriver à la maison, faire ma recette. Ça, on est plus dans une logique causale, hein, de cause à effet. Je veux l'objectif au bout, c'est, je ne sais pas, moi, la lasagne ou la casserole de whatever, j'ai besoin d'ingrédients, je vais les acheter. Une logique effectuelle, puis c'est celle souvent des entrepreneurs, et c'est celle avec laquelle vous devez travailler souvent parce que le temps est réduit.
bien, il faut travailler avec ce qu'on a. Quelles sont mes ressources? J'ouvre mon frigo, c'est quoi que j'ai dans le frigo? C'est quoi mes options? Puis en fonction, qui je reçois, puis mon expérience en cuisine, puis bon, peu importe, bien, je vais choisir une recette. Souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'entrepreneur va arriver en fonction du temps imparti. Est-ce qu'il a le temps de remettre de l'ordre dans la maison avant de faire une transaction? Peut-être pas. Donc, c'est sûr que des fois, ça coupe certaines possibilités. Bref, il y a cette dimension-là, puis il y a des entrepreneurs qui sont donc plus planificateurs que d'autres. Il y en a qui sont très pressés. On veut leur donner un minimum de temps de planification pour ouvrir les options. Puis il y a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, les entrepreneurs n'ont pas tous la même, à la base, la même, je dirais, pas la relation, mais finalement, face à ce projet-là, n'ont pas tout à fait, projet de transfert, n'ont pas la même attitude. Puis c'est assez intéressant, c'est Bas et Cadieux qui ont utilisé cette typologie-là en quatre profils. Puis vous avez finalement, je vais finir par le attacher parce que c'est peut-être celui qu'on voit le plus souvent, mais vous avez des entrepreneurs qui sont contraints de vendre, qui n'ont pas le choix. Ils ont peut-être un problème de santé subi, c'est peut-être le conjoint, la conjointe. Il y a une situation qui fait qu'ils sont obligés de vendre rapidement. Évidemment, on est plus dans une logique de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de se planifier. Parce qu'on n'est pas toujours dans la capacité d'optimiser. Peut-être qu'il y a la situation de l'entreprise fait que ce ne sera pas facile, mais on essaie de sauver le maximum, finalement, de l'entreprise. Et évidemment, c'est des gens qui vont être dans un deuil très difficile. Parce qu'il faut qu'ils fassent les choses vite, puis ils n'ont pas le temps de se faire à l'idée qu'ils vont devoir se détacher de l'entreprise, d'autant que c'est une situation externe qui les pousse à le faire. Bien, c'est sûr qu'on n'agit pas de la même façon, évidemment, avec un entrepreneur qui est dans cet état d'esprit-là, versus, par exemple, un entrepreneur qui est totalement détaché. Parce que, prêt à vendre, le deuil est accepté, peut-être que son identité face au fait de gérer cette entreprise-là n'était pas si forte. Donc, tout à fait prêt, il va être dans de la maximisation, donc logique économique purement. Ça arrive, mais souvent, ça va arriver chez des entrepreneurs qui sont quand même assez habitués, des fois qui ont eu une ou deux entreprises, qui ont moins un attachement émotif à une entreprise. Ceux qui sont bien le fun à gérer, là, c'est les indécis, qui pensent qu'ils veulent vendre, mais que finalement, ils ne veulent pas. Donc, une journée, c'est oui, une journée, c'est non. Donc, c'est beaucoup cette logique de procrastination. Hein, c'est des gens c'est souvent dans le statu quo, puis on va voir des fois qu'ils s'attachent un petit peu au pouvoir. Bien, au contrôle, finalement, dans l'organisation. Ça, c'est tough pour un repreneur. Parce que sur papier, puis selon, on avance, le repreneur arrive. Oui, c'est parfait, il prend des responsabilités, mais la réalité, c'est que toutes les décisions se prennent encore avec le cédant. Donc, ça crée des situations pas toujours faciles. Puis je me permets de le placer ici parce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, je pense, et c'est tout à fait normal, de tout ce qu'il y a expertise, conseil, en lien avec la transaction. Hein, des fiscalistes, des avocats, des comptables, des évaluateurs, des mythes. Mais il existe, puis dans le guide, on le précise également, il existe tout un autre pan de spécialistes et d'experts, des médiateurs, des psychologues industriels, des coachs. On va avoir toute une série, finalement, d'experts qui vont être là pour la partie molle. Gérer, finalement, cet aspect-là très, très humain pour favoriser le maintien de l'harmonie, d'avoir une capacité de communication qui s'installe où les choses vont être au clair. Puis, des choses qui sont, finalement, on a vu la neutralité, à quel point le fait d'avoir une tierce personne dans ces situations-là est importante. Mais je pense que souvent, il faut aiguiller les entrepreneurs, les cédants, sur peut-être la nécessité d'aller chercher ce type de soutien-là pour s'assurer, encore une fois, que ça ne parte pas en vrille, cette transaction-là, ce transfert-là, en fait. Et finalement, les attachés, je pense que là, on est des gens qui ont une logique patrimoniale, c'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui vont avoir un certain attachement à l'entreprise. Le deuil se fait normalement, mais par définition, un entrepreneur peut avoir certaines difficultés, finalement, à se détacher de son entreprise. Bon, tu as parlé de recettes ce matin. Moi, je vais vers la construction. Je varie mes exemples. Mais en fait, l'analogie, c'est de dire, pour moi, la transmission d'entreprise, c'est un peu comme si on regarde construire une maison. Tu sais, une maison,
Ça a 4 murs, un toit, on va dire ça comme ça, puis une porte. En général, là, c'est à peu près les éléments de base qu'on doit avoir ça. Il y a beaucoup plus de choses, évidemment, dans la construction d'une maison. Mais quand vous regardez, surtout dans les vieux quartiers, moins dans les quartiers modernes, mais les maisons sont très différentes les unes des autres. Hein? Une maison, oui, c'est une maison, mais elle peut être une maison 2 étages, ça peut être une plus petite maison, visuellement, elle est très différente. Bref, il y a plein de variations possibles et je pense que c'est ça qui est important. C'est d'établir des scénarios, d'établir un rythme, un scénario qui est le plus adapté aux facteurs et notamment aux facteurs humains. Donc, moi, j'appelle ça, il y a des morceaux incontournables, là, fait que j'ai des morceaux de Lego, mais après ça, la façon de les agencer, la façon de les placer, le rythme à laquelle on construit la maison va être très variable en fonction de la situation. Vous l'avez vu, je crois, je passe vite parce que j'imagine que Denis est repassé sur le transfert de direction et le transfert de propriété. Il ne faut jamais oublier qu'il y a ces deux processus-là dans une transmission d'entreprise. La transaction, c'est une chose. La transaction, là, c'est j'ai un propriétaire, puis au bout du processus, j'ai un autre propriétaire. Mais le transfert de direction, c'est là souvent que c'est le plus difficile, parce que c'est lié au contrôle de l'entreprise. Donc, je peux avoir vendu mes actions, mais j'ai encore du pouvoir dans l'entreprise. J'ai puis du pouvoir formel ou informel. Mais toute la question de l'intégration puis la préparation du repreneur, c'est beau de l'avoir identifié, mon repreneur. Il faut que le transfert de connaissances se fasse, il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il soit accepté. Le retrait, c'est un autre enjeu des fois. On disait là, ce matin, quand est-ce qu'il n'y a plus de bureau au nom du cédant? Là? Quand est-ce qu'on y enlève sa place de stationnement? C'est tellement symbolique. Mais imaginez-vous, l'entrepreneur fait 35 ans qu'il se parque à la même place. Du jour au lendemain, il n'y a plus de nom, lui, sur son parking. C'est une symbolique qui est très, très forte, mais c'est tout plein de petits détails, mais des choses qu'il faut quand même faut prendre en considération. Toute la délégation, évidemment, des pouvoirs, ça, c'est un morceau, c'est ça que j'appelle du mou. Mais c'est tellement fondamental, c'est tellement important. Donc, peut-être que ça ne relève pas de vous directement, mais peut-être que vous allez être témoin à travers le conseil que vous avez à faire. Vous voyez qu'il y a des enjeux sur ces dimensions-là, puis mon client, il n'est pas accompagné là-dedans. Ça vaudrait peut-être la peine, parce que c'est un ajout qui est vraiment très, très, très intéressant pour s'assurer que ça fonctionne bien. Vous les avez peut-être vus, c'est des vieilles statistiques, mais pour montrer qu'à peu près, c'est un peu la répartition hein, de transfert familial, interne, externe. On voit quand même que le transfert familial, c'est à peu près un tiers des transactions, ce qui n'est pas banal. Puis je pense que ça vaut la peine de revenir un peu dessus. Des fois, le réflexe qu'on peut avoir, on se dit, transfert familial, tu sais, les gens se connaissent, les gens s'aiment, les gens ont confiance. Ça va bien aller. C'est zen, une transaction familiale. Hein? C'est fun. Colline, petit fleuve tranquille. Ben non. Tant qu'à moi, c'est pas toujours si simple que ça. Hein? Il y a souvent de la houle, il y a des vagues. Mais c'est parce qu'à travers une transaction, puis on a tous des parents avec qui on a eu des relations plus ou moins harmonieuses, mais ça va bien dans un contexte familial. Je suis l'enfant de, puis on deal ça dans une bulle familiale. Mais dans une entreprise, c'est ça. C'est pas juste la question des enfants. Là, on met la question financière, on met la question du contrôle de l'entreprise, on met la question de changement. L'entrepreneur bâtit une entreprise avec une vision pendant 35 ans. La relève arrive, puis c'est ça qu'on veut. On veut une vision renouvelée, on veut amener l'entreprise vers des nouveaux horizons. Pas facile de dire à son père, oui, à sa mère, pas d'accord, moi j'irai à droite. Mais ça, à la droite, on est toujours à la gauche. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, il y a un petit conflit. Là, tantôt, on parlait de la vision, à quel point ça peut amener finalement justement de la houle. Puis moi, je dis toujours, ce qu'on veut, c'est quand on pense à la famille, hein, c'est beau, c'est une belle photo, ça ferait une belle photo Facebook, Instagram et je ne sais pas trop quoi. Hein, la bulle d'une famille parfaite, tout le monde se tient la main, c'est beau coucher de soleil et tout ça. Mais à quelque part, c'est ça qu'on voudrait. Mais on sait que derrière se cachent plein de non-dits. Puis dans une famille, il y en a beaucoup des non-dits. Dépendamment de votre culture familiale, là. Il y a bien des affaires qu'on ne dit pas, parce qu'on se dit, on met ça un peu en dessous du tapis pour s'assurer
que les choses et que l'harmonie se maintiennent. Or, dans ce type de transaction-là, de transmission d'entreprise, bien, tous ces non-dits-là, des fois, le tapis lève, puis ça remonte. Mais c'est normal que ça remonte, parce qu'on a une relève qui doit prendre sa place, puis on a un cédant qui doit quitter dans un contexte de la finalité, c'est l'entreprise. On veut continuer à faire fonctionner, à faire croître une entreprise. Donc, c'est certain qu'il faut aborder ces aspects-là. Je pense que Salomon l'a abordé rapidement, mais l'importation de la hiérarchie familiale. Hein? Parce que je suis ton père, ta mère, bien, forcément, j'ai un droit de regard sur tout ce que tu fais dans l'entreprise. Peut-être pas. Je veux dire, si l'enfant est rendu PDG, à un moment donné, c'est pas mal lui qui est qui a le pouvoir, mais on importe l'aîné de la famille. Hein? Je ne sais pas, moi, si c'est le plus jeune ou la plus jeune, finalement, qui prend le contrôle de l'entreprise au niveau de la direction, puis je ne sais pas, moi, l'aîné est VP ou peu importe, un autre rôle dans l'entreprise, bien, des fois, la dynamique entre frères et sœurs va s'importer dans l'entreprise. Puis c'est pas toujours bon. Ou du moins, il faut le clarifier. Parce que ce n'est pas le même système. On a vu là, les 3 bulles, on va y revenir, ce n'est pas le même système. La fameuse volonté d'être, je dirais, équitable, mais surtout des fois d'être égal. Hein, les parents, des fois, par volonté d'être équitables, sont égales. Ou égaux, mais en tout cas, font les choses également. Bien, ça crée de l'iniquité, des fois. D'être égal avec tout le monde. Parce que de l'équité et de l'égalité, ce n'est pas la même chose. L'attitude infantilisante, les vieilles rancunes, le parent, des fois, qui souhaite... Ah oui, ça arrive, hein? Encore une fois, quand mon père disait « je me suis assis et j'ai décidé », bien, des fois, les cédants, ils ont réfléchi à ça, puis eux autres, ils ont décidé là, que c'était l'enfant qui allait reprendre l'entreprise. Mais ils n'ont jamais validé si l'enfant il avait le goût de reprendre l'entreprise. Hein, c'est assez particulier. Puis je vois encore une jeune dans mon cours, Mélissa, de son nom. Je vais être dans l'entreprise familiale. Mais Mélissa débarque à un moment donné dans mon bureau. « Madame Tremblay. » Parce qu'ils font, évidemment, ils font un travail. Je leur dis, mets ton chapeau d'étudiante. Tes parents, peut-être, payent tes études, vont être très heureux de participer à ça. Ça va te permettre d'ouvrir le sujet de la transmission de l'entreprise familiale sous couvert d'un travail d'école. Donc, elle fait son entrevue avec son père, puis elle revient, puis elle me dit, là, Madame Tremblay, je ne le savais même pas, puis je suis déjà actionnaire de l'entreprise. Parce que toute la mécanique, son père, lui, avait déjà un peu planifié, probablement avec ses conseillers, sans jamais informer les enfants. Fait qu'elle était comme pognée là-dedans, elle, puis elle se disait, bien, il y a déjà des choses qui sont en place. Donc, pour moi, c'est fondamental. Je dis souvent, moi, je travaille beaucoup avec des repreneurs dans mes cours. Bien, appropriez-vous, évidemment, le processus de transfert. Des fois, ça se fait un peu, il veut pas mal faire, le papa. Là. Il a planifié, il a fait ce qu'on lui dit. Là. Il a planifié, il est d'avance, puis il a tout structuré ses affaires. Il a optimisé ça fiscalement, probablement. Mais j'imagine qu'il y avait peut-être une fiducie qui avait été mise en place, peu importe, mais dont elle n'était pas au courant. Alors ça, c'était quand même intéressant. Puis sans nécessairement venir valider l'intérêt de l'enfant un jour à reprendre l'entreprise. Petite image, vous avez peut-être aussi déjà vu l'image de 3 enfants qui veulent regarder un match de baseball. Moi, je l'aime, mon garçon joue au baseball, fait que j'aime celle-là aussi. Et donc, le fait vous avez le même stade, la même clôture pour tout le monde. Hein? Si on met des petites boîtes égales en dessous, bien, il y en a quand même un au bout qui ne pourra pas voir la game. Donc, ici, on ajuste. Là, ici, c'est des pommes à cueillir. Si je mets la même marche à tout le monde, bien, le plus petit de la gang ne pourra quand même pas aller chercher sa pomme. Alors, quand je vous disais que l'équité, c'est par rapport à quelque chose, si l'équité, c'est de dire, moi, j'aimerais que mes enfants soient tous en mesure d'aller chercher une pomme, bien, je n'ai peut-être pas besoin de donner la même chose à tout le monde. Donc, c'est super important d'avoir cette discussion-là. On a fait une activité sur le partage de la richesse dans les familles, en affaires, et c'est vraiment fondamental d'avoir cette discussion-là. Et souvent, ça va plus qu'une question d'argent, ça devient une discussion sur les valeurs, sur ce qui est important pour la famille et ce qu'on va tenter de maintenir. Fait que si c'est pour des chances équitables pour tous, 2 points à définir ensemble, bien là, ça aide à prendre les décisions sur le partage de la richesse dans la famille. Puis ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi d'en garder pour des implications futures, par exemple, selon la décision familiale. Donc,
Ça, l'avez-vous vu aujourd'hui, ce cercle-là? Hein? L'avez-vous retenu? On va faire un examen à la fin. Hein? Ça vous dit rien? Bien, si on vous le montre, là, c'est parce que il aide à comprendre bien des situations. Hein? Parce que quand on aborde une transmission, bien, dans la famille, c'est pas tout le monde qui est dans l'entreprise, c'est pas tout le monde qui est actionnaire. Il y en a qui sont actionnaires dans l'entreprise, membres de la famille. Il y a du monde qui sont actionnaires sans être nécessairement dans la famille. Puis ça, si vous avez déjà eu des situations avec un DG externe dans une entreprise familiale, bonne chance. Non, mais c'est pas facile. Imaginez-vous, je fais pas partie de la famille, je dirige l'entreprise, je suis peut-être un peu actionnaire, mais moi, je suis pas au souper le dimanche, là. Dimanche soir en famille, là, quand tout se décide, puis moi, je l'apprends le lundi matin, là. Non, mais c'est ça, la réalité. Hein? Fait que ça, dans ce temps-là, moi, j'appelle ça la gouvernance est super importante. Pourquoi? Pour s'assurer, finalement, que tout le monde ait la même information. Mais ça vous permet de placer les pions. Dans quel genre de panier de crabe vous êtes pogné là, dans votre dossier? Y a-t-il bien du monde qui sont à la jonction de deux cellules puis de pas les autres? Donc, ce système-là, c'est simplement pour montrer que les gens ont des chapeaux différents. Ça, c'est important à comprendre. Donc, quand quelqu'un parle, évoque un défi, évoque un enjeu, évoque une peur, est-ce qu'il est en train de parler à titre d'enfant? Est-ce qu'il est en train de parler à titre de parent? Est-ce qu'il est en train de parler à titre d'actionnaire? Est-ce qu'il est en train de parler à titre de directeur général ou d'employé dans l'entreprise? Ça paraît anodin, hein? Mais démêler les affaires, des fois, là, ça fait vraiment du bien. Comprendre. Là, on est en train de parler de quoi? C'est quoi ton enjeu? Puis on joue sur quelle patinoire en ce moment? Puis ça, même, moi, je travaille beaucoup aussi avec des créateurs d'entreprises, puis c'est fondamental. Là, vous êtes en train de mêler là, des affaires d'actionnariat, de la gestion de l'entreprise, de séparer les discussions. C'est pour ça aussi qu'en gouvernance, on dit dans les entreprises familiales, le conseil de famille est super intéressant. Parce que là, c'est la famille qui se parle. Pas le comité exécutif, pas le comité de gestion, pas le CA, pas la famille. Mais la famille, elle a un impact sur les orientations de l'entreprise familiale. Donc, ça devient des instances vraiment intéressantes. Parce que sinon, sur quoi on marche? Sur des œufs. Moi, j'adore, dans un autre contexte, là, avez-vous vu la publicité de la jeune fille, des parents qui se séparent avec la jeune fille qui rentre dans la pièce, puis le tapis, c'est des œufs à terre. Hein? Ouf! Tu sais, tout le monde marche sur des œufs, mais ça fait ça souvent, parce que c'est pas facile, toujours, de dire les choses. On ne veut pas faire de mal. Il y a personne. Il y a une chose assez intéressante dans la vie de tous les jours. Je pense qu'en transfert d'entreprise, c'est particulièrement pertinent. Très, très rare que les gens sont mal intentionnés. Qui se lève un matin en disant « Hey, moi, là, je vais aller écœurer mon père, ma mère, ou je vais aller, tu sais, j'ai envie de fighter un matin. » Non. Ben non. Tout le monde part avec une bonne intention, mais tout le monde part avec ses préoccupations. Fait que ça, il faut les comprendre. Tantôt, on disait, je ne sais pas, il y a des choses qu'il n'y avait pas la même vision, mais parlons-nous. Pourquoi, toi, tu cherches à atteindre ce prix-là? Pourquoi, moi, ça m'insécurise de devoir acheter à ce prix-là? Donc, de mettre ces éléments-là, puis c'est pas facile, c'est très délicat. Donc, encore une fois, si on a besoin, coach, médiateur, il y a des gens qui animent des conseils de famille sur ces discussions-là, parce que c'est délicat, mais parce que c'est essentiel pour que ça se passe bien dans une transaction. Puis ce qu'on a vu, mes deux gros morceaux de Lego, la transaction et le transfert de propriété. Donc, propriété et transfert de direction, c'est deux processus intégrés. C'est un autre mot qui a été utilisé pas mal aujourd'hui. C'est ça, intégrer. C'est que l'un dépend de l'autre. S'il y en a un qui ne se passe pas bien, l'autre ne peut pas bien se passer. Fait que c'est des enjeux qui vont forcément avoir des répercussions, ce qui fait que la communication est essentielle. C'est plate, on arrive encore avec ça. Il me semble qu'on dit tout le temps ça, que la communication, c'est essentiel, mais c'est vrai. La communication et d'aller chercher des gens qui la favorisent, c'est aussi essentiel. La communication entre conseillers, que vous êtes, les intervenants, et vos clients. Pas juste entre le cédant et le repreneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un bon conseiller dans ce contexte-là? Bien, c'est saisir la complexité de l'individu, au-delà de la technique. Puis, tu
sais, des fois, on dit, je sais, on fait des études des fois avec les entrepreneurs, puis quand on coach nos jeunes chercheurs à le faire, des fois nos étudiants, je dis, OK, tu te fais une belle grille d'entrevue, là. Mais mets ta grille de côté, tasse-la un peu, jase avec l'entrepreneur. Répondre aux questions, ça ne fera pas sortir nécessairement la bonne information. C'est dans la discussion. On a parlé de relations de confiance. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher l'information. Puis des fois, les entrepreneurs, ils ne font pas ça pour mal faire. Combien de fois qu'on a entendu des banquiers ou des conseillers financiers qui disaient « Oui, mais pourquoi il ne me l'a pas dit? Ça aurait été si simple s'il me l'avait dit. » Oui, mais as-tu pris le temps d'écouter? Puis peut-être que si tu avais entretenu cette relation-là, bien, tu aurais eu cette information-là qui, a priori, apparaissait pas importante pour l'entrepreneur. Il ne l'a pas dit parce qu'il ne pensait pas que ça avait un impact sur le dossier, mais oui, ça a un impact. Donc, lire l'environnement, c'est important. Comprendre les aspirations de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? C'est quoi une transaction, une transmission gagnante? Tu sais, ça devrait être la première question. Carl, tu veux vendre ta business? Super. Qu'est-ce qui fait qu'au bout, tu jugerais que c'est une transaction ou tu dis, ça a été une bonne transaction? C'est quoi tes critères pour que ce soit une bonne transaction? Ah, bien tiens donc, ça va vous donner une lecture peut-être différente. Les craintes, trouver le bon rythme. Comme je vous ai dit, il y a des entrepreneurs qui sont pas plus lents que d'autres, mais qui ont besoin de cheminer un petit peu plus que d'autres. Donc, des fois, il faut avoir cette patience-là, de ne pas trop les brusquer, parce que si on les brusque un peu trop, bien, ça les met en mode résistance. Donc, il faut trouver une façon de les faire cheminer à un rythme qui est quand même adéquat. Mais je pense que ça donne, puis plus on va le dire, plus on va mettre l'attention sur cette dimension-là humaine. Je pense que plus ça va être des transactions qui sont gagnantes-gagnantes, où on n'a pas des familles qui, à la fin, sont entre-déchirées, ou des gens qui ne se parlent plus, ou des gens qui ont cessé, des gens qui étaient comme ça, qui finalement, ça finit par tuer la relation. C'est pas ça qu'on veut. On veut préserver tout ça. Alors, j'espère que ça vous a donné une petite lecture différente, on va dire, sur la transmission. Merci encore de l'invitation. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Puis, j'aime pas mal ta gestion du mou, finalement. Je pense que cette portion... Je pense même que le mou dont tu parlais fait la différence entre une transaction et un projet. Un projet qui va être attaché au transfert d'entreprise. J'en profite pour les gens qui disent « Ouais, il faut regarder la transaction, puis absolument. » Si on regarde à la page 9 du guide, deux statistiques qui, pour moi, sont significatives par rapport à ce qui vient d'être jasé. 70 % des propriétaires échoueront dans leur projet de transfert d'entreprise et 65 % des propriétaires identifient l'insuccès à transférer leur entreprise au volet humain. Donc, on peut avoir... évidemment, tout doit être présent. Il faut avoir tous les calculs, il faut avoir tout ça en place. Le côté humain va ultimement être important de poser des questions, éviter le one size fits all. Une fois de plus, merci beaucoup, Marie-Pierre Tremblay.